Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Rencontre en terrain connu grand format, une nouvelle émission sur TV Tour Val-de-Loire pour vous faire découvrir vos quartiers, vos villes et vos villages. Et un premier numéro consacré aujourd'hui au quartier du Sanitas. On va vous faire découvrir tous les habitants qui sont dans ce quartier, toutes les initiatives citoyennes, toutes les associations, comme autant de pièces de puzzle qu'on va assembler pour vous faire rencontrer les gens qui y vivent. Ils seront le plus possible autour de la table avec moi dans quelques minutes juste au Palais des Sports et on ira aussi en reportage. Allez, c'est parti. Et pour lancer cette émission, un premier plateau d'invités, Mathieu Martineau. Salut Mathieu. Bonjour. Je suis trop contente d'avoir Mathieu avec nous. Vous exercez un métier emblématique du Sanitas et de ses tours, puisque vous êtes surveillant d'immeubles. Vous, le Sanitas, vous y travaillez, vous y vivez, vous le connaissez par cœur. On va le découvrir aussi grâce à vous. À vos côtés, Pépiang Touvdi. Salut Pépiang. Bonjour. Nous, on se connaît bien, réalisateur et fondateur de Prod Cité et de Wanted TV, l'association d'éducation aux médias. Coucou aussi à tous les bénévoles et à tous les jeunes de Wanted TV qui font un boulot génial et qu'on va découvrir ensemble. Vous vous connaissiez tous les deux? Oui. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Bien. Ça commence à dater. Des retrouvailles. Ah ouais. Donc C'était ça, mon c'est animateur à l'époque. Et est-ce que vous connaissez par contre le troisième invité de ce plateau, Jean-Luc Porel? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Un habitué des plateaux de TV Tour Val-de-Loire, la mémoire vivante de notre ville, puisque Jean-Luc, vous êtes le patron des archives municipales. Merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. Avec vous, on va se pencher tout de suite sur l'histoire de ce quartier et sur la façon dont il est finalement sorti de terre. Mais première question déjà, pourquoi Sanitas? Qu'est-ce que ça signifie Sanitas? Alors le mot Sanitas veut dire santé. C'était un endroit où on a soigné des maladies, des épidémies. Et dans un premier temps, au XIIe siècle, la lèpre, puisque donc il y avait une léproserie qui avait été installée hors la ville, dont il subsiste la chapelle près des cinémas. Des cinémas studios? Oui, la chapelle Saint-Lazare. Oui, je la vois, bien sûr. C'est de là que donc on soignait les premiers malades, les atteints de la lèpre. Et puis après, c'est une seconde maladie qui s'est développée, la peste. Et donc il y a eu... Que des trucs sympas, ouais. Voilà. Sanitas pour commencer. Écoutez, ça a été effectivement ce qu'on appelle des centres de soins et de traitement de ces maladies qui étaient contagieuses. Ça rappelle quelque chose. Hein. C'est ça, c'est pas la première fois, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas la première fois de l'histoire du Sanitas qu'il y a des gens qui viennent se faire planter des... Bon, alors là, c'était des tests PCR récemment, mais c'était déjà un centre de soins. C'était un centre de soins parce qu'on ne pouvait pas tenir ces malades dans le centre de la ville au risque de la propagation de la maladie. C'est ça. Alors du coup, on va découvrir tous ensemble les dates clés de la construction de notre Sanitas dans un premier reportage. On vous y voit d'ailleurs, cher Jean-Luc, et c'est Aurélie Renaud qui nous raconte l'histoire. Regardez. Après-guerre, les besoins en logement sont immenses. En 1958, les travaux du quartier du Sanitas font entrer Tours dans la modernité. Le quartier est installé sur l'ancien site ferroviaire et industriel détruit pendant la guerre. Pour Tours, le choix se porte sur Henri Labourdette, qui a réalisé un quartier de grand ensemble reconnu par l'État français à Sarcelles. Et Jacques-Henri Labourdette va repositionner sur Tours un certain nombre de concepts qu'il avait réalisés à Sarcelles. 12 immeubles de 10 ou 4 étages et entre les tours et les bars de grands espaces. La classe moyenne se rue sur les 811 appartements qui proposent tout le confort moderne. Ça permet aux familles, aux couples d'avoir chacun une chambre pour les enfants, une cuisine, un séjour, une salle de bain, et tout ça dans un quartier aéré où il y a des commerces à proximité. Donc habiter le Sanitas en 1960, c'est ce qui se fait mieux à Tours. De 1970 à 1980, de nombreux ménages quittent le quartier pour accéder à la propriété aux Fontaines ou à Tours-Nord. Successivement, les maires de la ville de Tours vont étoffer le quartier de nouveaux équipements pour répondre aux besoins de la population. L'aménagement d'une bibliothèque de quartier, un centre de vie, le centre de vie du Sanitas. Il y a aussi la cité universitaire. En 2005, la tour Teurier est démolie, symbole d'une rénovation urbaine amorcée. En 2013, le tramway traverse le quartier. Le Sanitas est désormais connecté à toute l'agglomération.
Enfin, en 2020, la réhabilitation du quartier prend corps. La barre Saint-Paul, elle aussi, est démolie. Voilà pour ce premier reportage. Alors Mathieu, je me tourne direct vers vous parce que quand on a commencé à travailler l'émission ensemble, vous m'avez dit « Ah mais super, moi j'adore apprendre des trucs sur l'histoire de mon quartier ». Bah là, vous êtes servi. Tout à fait. On a eu l'occasion avec Jean-Luc d'en parler tout à l'heure et c'était très intéressant. C'est un peu émouvant de voir ces vieilles photos. Jean-Luc, le Sanitas, on l'a vu dans le reportage, c'est à l'époque de sa construction le symbole du confort moderne. En quoi le quartier est novateur à l'époque ? Alors, il s'inscrit dans la politique nationale de reconstruction de la vie du pays après la Seconde Guerre mondiale. La guerre. Voilà, c'est le premier quartier des grands ensembles construit à Tours, décidé en 1955. Le pose de la première pierre en 1958 et on fait rentrer la ville de Tours dans la modernité. On va quitter l'image d'une ville de Tours, d'une ville où les logements sont insalubres, avec des rues serrées. Et effectivement, à cette époque des 30 Glorieuses, la ville de Tours se dote à travers le Sanitas, en plein cœur de ville, d'un quartier moderne avec des logements comme on n'en fait pas jusqu'à présent. C'est ce qu'on fait de mieux à l'époque en matière de logement. C'est ça, et puis après les équipements arrivent, il y a la chaufferie au charbon à l'époque, on est en 59, il y a le marché bien sûr qui s'installe, tout est là. Alors comment ça se fait que finalement les habitants commencent à partir, à quitter le quartier à un moment donné? Alors ils ne quittent pas proprement le quartier, c'est une petite ville dans la ville puisqu'elle a tous ses équipements et en fait la ville de Tours va évoluer. Il y aura d'autres quartiers qui vont être construits après avec le maire Jean Royer, en particulier les Fontaines, puis après Tours Nord et des nouvelles offres de logements plus développées, plus à destination des classes moyennes, puisque ce sont les classes moyennes qui viennent habiter au Sanitas, vont se déplacer dans des quartiers un peu mieux équipés, avec des constructions plus modernes, comme les Fontaines. Et puis aussi une campagne que le maire de Tours avait développée à l'époque, l'accès à la propriété, avoir son pavillon et son petit jardin. C'était ça. Ça, c'est le tournant, c'est le moment où le Sanitas va se paupériser. C'est à partir de ce moment-là? Alors, il y aura une évolution, effectivement, de la population. Les classes moyennes vont, au profit de l'ascenseur social, aller dans des logements plus développés et surtout l'accession à la propriété. Les pavillons du maire, notamment à Tours Nord, ces pavillons, ces centaines de pavillons qui permettent pour les classes moyennes de se doter d'une maison individuelle, d'un jardin, le rêve absolu d'un foyer français de l'époque. Et puis, c'est aussi l'époque de l'apport de la population étrangère, la décolonisation. Et une partie majoritairement de cette population va arriver sur le Sanitas dans ces logements libérés par les classes sociales. Et effectivement, il y a un basculement qui se fera, pas d'un coup, mais on verra effectivement petit à petit, au fil des décennies, le Sanitas accueillir ces populations dites d'apport. Oui, c'est ça, ça me fait penser à Miloud qu'on retrouvera en troisième partie de l'émission, parce que c'est aussi l'histoire que vous êtes en train de nous raconter là, c'est la sienne. On enregistre, nous, cette émission au Palais des Sports. Ça, c'est le lieu totem du quartier pour tous les Tourangeaux, puisqu'on y vient, même si on n'y habite pas, au Sanitas, soit pour aller à la piscine, soit pour aller, on le disait, se faire mettre un test PCR dans les trous de nez, mais on vient aussi pour encourager nos équipes municipales. Ce Palais des Sports aussi, il a une histoire particulière. Alors c'est lui qui va introduire l'urbanisation de cette ancienne zone industrielle qu'on a vue tout à l'heure à travers le reportage. Et il était là avant le quartier. Il est là 2 ans avant le quartier. Il est mis en service en 1958 et les premiers logements sont en 56 pardon. Et les premiers logements sont construits en 1958. À l'époque, lorsque nous sommes ici dans cette salle, c'est la plus grande salle couverte de sport en France. On est donc les meilleurs. Voilà. Et donc, on veut faire véritablement du quartier du Sanitas un quartier moteur. On fera ce qu'il y aura de mieux. La plus belle salle de sport en France et les plus beaux logements sociaux. On veut faire vraiment de ce quartier un quartier de référence. Pépiang, vous le saviez, vous, tout ça là? On est dans ce Palais des Sports, vous connaissiez son histoire? C'est passionnant, parce que j'ai eu à échanger tout à l'heure. On apprend plein de choses et je pense que ce quartier a une histoire en fait très liée aussi à l'histoire de France. C'est ça, j'allais dire d'une société française. C'est ça, exactement. Finalement, c'est ça, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Merci Jean-Luc de nous apprendre encore autant de choses sur notre ville. On va parler d'histoire contemporaine maintenant, les amis, avec vous, Mathieu, puisqu'on va entrer dans le quotidien des habitants. Grâce à votre métier, c'est le métier emblématique des quartiers de Tours et de Bar, c'est surveillant d'immeubles, une profession dans laquelle vous êtes arrivé un peu par hasard au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste d'être surveillant d'immeuble? Alors surveillant d'immeuble, c'est beaucoup de choses.
On est le lien avec les locataires. Et oui. Donc déjà, on va travailler en équipe avec plusieurs autres surveillants d'immeubles. On reçoit une information d'un locataire, un besoin. Par exemple, besoin de visiter un appartement, besoin de venir voir s'il y a une fuite d'eau dans l'appartement. Et on va soit trouver la solution nous-mêmes, soit on va trouver des partenaires qui vont prendre le relais. Des services, par exemple, de Tour Habitat. C'est ça, et ça peut aller assez loin au final, puisque vous m'avez dit, ça peut être par exemple si un locataire a du mal à payer son loyer, nous, on va être le premier à le savoir, on va pouvoir l'aiguiller, peut-être vers une assistante sociale par exemple. Tout à fait, on a notamment les visites de courtoisie qui vont permettre d'aller chez le locataire quelques mois après son entrée dans le logement, et on va pouvoir comprendre s'il arrive à faire ses démarches administratives. Et là, on va pouvoir le conseiller et l'emmener vers des professionnels de Tour Habitat qui vont prendre le relais et aider ce locataire dans ses démarches. Et le mot, il est lâché, hein, c'est professionnel, c'est-à-dire que l'écoute que vous donnez et l'aiguillage que vous pouvez faire aussi, c'est en toute confidentialité, c'est là pour le coup très professionnel. Tous les immeubles du Sanitas ont leur Mathieu ou juste les vôtres chaque surveillant d'immeuble est différent, par contre on a tous quelque chose de commun. Notamment l'envie d'être utile, l'envie de prendre soin des locataires, l'envie de travailler en équipe avec les équipes pluridisciplinaires de Tour Habitat. Et notamment la chance qu'on a, c'est qu'on a des formations de qualité. Dès qu'on arrive dans l'entreprise, moi c'est ce qui m'avait marqué, c'est vraiment des formations de qualité, on est très encadré. Et selon moi, chaque gardien d'immeuble a vraiment l'envie d'être présent pour le locataire et d'y trouver une solution. Ouais, c'est super. J'aime beaucoup ce que vous racontez sur votre métier, parce que c'est pas qu'un métier, c'est aussi un cadre de vie, parce que vous, comme 70%, je crois, des gardiens d'immeubles, des surveillants d'immeubles, vous habitez sur votre lieu de travail. Il faut vraiment aimer son métier. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette profession? Vous avez envie d'être utile, ça on l'a compris, mais je crois qu'il y a de la liberté, il y a d'autres choses qui vous plaisent dans votre métier. On a une certaine autonomie, on a des missions par jour qui doivent être faites, mais ensuite il y a le tout venant, et on va s'organiser. Par exemple sur les visites de logement, sur les rendez-vous avec les locataires. Moi j'aime cette autonomie, le fait qu'on me fasse confiance et le fait d'être responsable, d'avoir des responsabilités. Donc, et aussi d'être le lien entre les locataires, les entreprises, etc. D'être un peu coordinateur quelque part. Même si nos missions s'arrêtent vite, on a cette idée de coordination. Moi ça me plaît. Puis c'est quand même un grand ensemble, Tour Habitat, je crois, vient de fêter ses 100 ans. Là, vous faites partie de l'histoire un peu. C'est ça, on a l'impression de faire partie d'une entreprise importante. Il y a un petit peu la notion, famille, c'est peut-être pas le mot, mais quand même de faire partie d'une aventure. C'est ça, une aventure. Ça, c'est important pour moi en tant que salarié de faire partie d'une entreprise qui défend des choses. Ça fait bientôt 4 ans que vous faites ce métier ici. On sait que le Sanitas, il n'a pas une super image aujourd'hui. On en a parlé aussi avec Jean-Luc et on va continuer à en parler dans le reste de l'émission. En la préparant, vous m'aviez dit que vous avez eu quelques appréhensions au début, mais qu'elles avaient été assez vite dissipées parce qu'il y a des codes au Sanitas et qu'une fois que vous les aviez compris, ça se passait sans problème. C'est quoi ces codes ? Il y a des codes particuliers. Déjà, la politesse, bonjour, au revoir, ça c'est vraiment très important de ne pas prendre les gens de haut. On a aussi le fait de ne pas forcément regarder les gens dans les yeux si on est sur une situation un peu de confrontation, de ne pas forcément répondre quand on nous appelle dans la rue, de ne pas forcément se retourner, faire voir qu'on a confiance en soi et qu'on se sent bien ici. Je pense que pour les habitants, c'est important qu'ils sentent que notamment les gardiens d'immeubles se sentent bien dans le quartier et acceptent cette population en fait, parce qu'il y a une histoire, comme on l'a vu en première partie, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une forme de respect, je pense, qui est important pour les habitants. C'est ça. Vous avez dit aussi, j'ai découvert les codes et puis j'ai aussi un petit peu mis les miens. Vous m'avez dit aussi que le quartier avait changé depuis 4 ans, notamment au niveau sécurité, et que vous ne saviez pas à quoi c'est dû. Oui, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a eu la période Covid, etc. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a on a quelques problèmes de squat, malheureusement. Les appartements sont vides. On a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, la précarité, qui sont hors du Sanitas, même hors de Tours, et qui viennent dans cette ville, et, comme dans toutes les villes de France d'ailleurs. Et il y a des problèmes d'appartements qui peuvent être vite squattés. Donc ça met la population en inquiétude et ça crée un climat qui n'est pas très agréable. C'est ça. Et puis il y a le climat aussi... Finalement, vous m'avez dit ça devient normal, il y a une sorte de résignation aussi, les gens font le dos rond, ils attendent que ça aille mieux, mais ils sont un peu désespérés. Ça, c'est quelque chose que je me tourne vers toi, Pépiang, du coup, parce que c'est quelque chose qu'on s'est dit aussi en préparant cette émission, qu'il y avait cette résignation, un peu ce côté, de toute façon, on laisse tomber parce qu'on nous laisse tomber. Oui, moi je pense que c'est ce travail en fait de lien social
qui fait qu'à un moment donné, en fait, les habitants n'ont plus confiance déjà en fait par rapport à leur environnement en fait de vie. Et certainement, il y a plein d'assauts qui font en fait des bonnes choses. Voilà, on va le voir tout au long de l'émission. Voilà. Et donc, je pense aussi que les politiques ont une place importante dans cette situation-là, à répondre aussi présent si il y a cette nécessité en fait qui se positionne vis-à-vis en fait des habitants. Il faut être présent en fait tout le temps, quoi. C'est ça. J'allais dire, c'est quoi le rôle des politiques pour toi? C'est pas de venir juste quand il y a une caméra qui se balade, c'est d'être là tout le temps, d'être un relais, une présence permanente dans le quartier. Bah, bien sûr. En fait, quand ils sont élus, le but c'est de répondre en fait par rapport à ce qu'ils ont vendu pendant leur élection. Donc du coup, il faut qu'ils les mettent en fait en place. Si les gens ont pris la peine d'aller voter pour eux, bah, il faut qu'ils soient présents en fait pour pouvoir mettre en exercice et mettre en fait en place ce qu'ils ont, vendu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le message. Parce que je me souviens, tu m'as dit, ouais, c'est un peu des déserteurs. Ils sont là au début et puis après, une fois que c'est fait, ils sont élus, on ne les voit plus. Bah, bien sûr, ils font le tour en fait de toutes les associations. Et à un moment donné, bon, s'il y a un problème, il faut que la présence soit aussi sur le terrain. Ouais. Toi, Pépiang, le quartier, tu le vois évoluer depuis 20 ans. Quand je t'ai demandé ce qui a changé, tu m'as dit il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi le numérique qui a changé le quartier du Sanitas. De quelle manière? Alors, le numérique a beaucoup changé dans le sens où avant, tout se passait dans le quartier. On ne voyait pas ce qui se passait en fait à l'extérieur. Aujourd'hui, tous les jeunes ont accès à Internet. Ils voient très bien en fait ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, dans d'autres lieux. Sur soi, en fait. Exactement. Ça ouvre vers l'extérieur et je pense que c'est un élément en fait à prendre en compte. Les jeunes, ils savent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Les habitants savent ce qu'ils veulent. Après, c'est juste qu'il faut vraiment en fait écouter ces besoins et de répondre en fait à ces besoins en fait sociaux. Parce qu'il y a des choses quand même qui sont mises en place ici. Il y en a plein qu'on découvre au fur et à mesure de cette émission aussi. Il y a le centre de vie, il y a la maison de la réussite aussi. Il y a plein de choses pour aider les habitants dans leur vie quotidienne, dans les démarches, dans aussi trouver des activités. Pourquoi ça ne marche pas, à ton avis? Alors ça, c'est une question vraiment en fait à se poser. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que c'est comme si on arrive au restaurant et on nous impose en fait un plat. C'est la même chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut d'abord choisir son menu et accepter ce menu-là. Vous avez envie de quoi ce soir, quoi? Ouais. Mais parfois, on ne sait pas ce dont on a envie aussi. Il faut qu'on nous propose. Non, mais je pense qu'il faut aller vers les habitants. Il n'y a pas de secret, en fait. Il faut aller vers les habitants. Ils savent exactement, que ce soit des jeunes, des personnes âgées. Les associations font leur travail. Il y a plein d'associations en fait riches qui proposent en fait des activités, qui proposent en fait des projets pilotes, des fois axés sur des thématiques particulières. Mais je pense qu'il faut aller vers les habitants, écouter ce qu'ils veulent et le faire avec eux en fait. Eh bien justement, on le disait, ça c'est le propos de ce que font toutes les associations qu'on a rencontrées. Exemple avec ce reportage tout de suite sur le Journal des femmes qui a été réalisé par ton équipe de Wanted TV, Pépiang. On découvre. On n'y croit plus à la politique, donc à nous de se faire une politique, de se fabriquer une politique, une forme de politique. Moi c'est ce que je pense. À nous de la faire, notre politique, à notre manière. Et puis pour pouvoir se mobiliser, être là, il faut l'avoir cette conviction, ou cette ambition, cette envie. Dans la vie de tous les jours, on est engagé, on a des valeurs, on a des combats personnels qu'on porte. Ça nous arrive. On se fait agresser dans le marché. Ça nous arrive qu'on nous regarde bizarrement parce qu'on est voilé. On se pose toutes ces questions qu'on s'est posées là et on est venu à en débattre ici avec les filles et ensuite à décider d'un sujet. C'est ça notre engagement. C'est tous les jours que ça donne des idées à d'autres femmes, d'autres engagements même. C'est pas qu'un journal, ça peut être d'autres choses, solliciter d'autres envies, d'autres ambitions et donner envie de faire des choses en fait. Ne pas se cloîtrer sur un quartier ou sur des idées. Il faut s'ouvrir. Le but c'est de s'ouvrir et d'avoir du répondant et de réfléchir, quoi, de créer une société en mouvement. Moi j'adore ce qu'elle nous dit cette femme. Jean-Luc, je vous voyais hocher pendant le reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant et c'est véritablement ce que représente le quartier du Sanitas. C'est une concentration de population qui a évolué. Ouais. Comme on le dit souvent, c'est une ville dans la ville. Ouais. Et c'est une chance pour Tours d'avoir ce quartier qui permet la mixité sociale, la mixité raciale, la mixité culturelle, en plein centre-ville, avec des fois des choses qui sont passées avec douceur, d'autres avec un peu plus de heurts. Mais effectivement, c'est la vie d'une ville et le Sanitas représente bien, quelque part, à travers son histoire, la vie de cette ville. Ouais. Et puis la vie, même en France, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Pépiang. Mathieu, dernière question, si je vous donne là, comme ça, paf, une baguette magique, vous faites quoi pour que le quartier soit plus doux à vivre?
Je pense que je vais rejoindre Pépiang sur l'idée du lien social. Ouais. Discuter C'est le mot avec de les la gens, journée. partager, demander comment ça va, comment va votre journée, comment va votre petit garçon. Moi, j'ai un exemple d'une dame qui a perdu son petit chat, une locataire qui était en larmes, etc. On a pris le temps pendant 20 minutes de discuter, elle me racontait les histoires, etc. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important pour que les gens évitent de se renfermer. On a eu le Covid, on a eu des périodes qui sont très difficiles où les gens se renferment sur eux-mêmes. Et je pense que l'une des solutions, selon moi, c'est vraiment d'apporter une possibilité d'échanger. Ouais. Toi, Pépiang, du coup, je me tourne vers toi aussi parce que le quartier, tu n'y habites pas. Tu le découvres parce que tu as des amis et tu viens leur rendre visite. Mais par contre, tu l'as complètement investi, tu y as injecté, j'ai envie de dire, ta vision de la société sur différents projets. Alors, il y a eu Samira, Prod Cité aussi. Et puis, imagine le festival que tu avais créé. Le lien social, l'éducation à l'image, c'est la base de ce que tu fais depuis des années. On parlait du lien social à l'instant avec Mathieu. Mais à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'éduquer les jeunes aux médias et à l'image? Je ne vais pas te faire répondre. On a posé la question justement. On va écouter quelqu'un avec qui tu as travaillé et elle va répondre à ta place. On l'écoute. Je pense de Wanted TV, c'est une super initiative. En fait, ce qui me plaît beaucoup dans ce concept, c'est vraiment le côté où tu vois, t'arrives, t'as pas connaissance du domaine, mais t'es intéressé et t'as ta place. Parce que vu que t'es intéressé, que t'as la volonté, et on va te trouver une place sur mesure. De l'idée jusqu'au même au filmage, jusqu'au dérochage. Enfin voilà quoi, jusqu'à même à promouvoir le reportage en émission. Là, tu vois, j'ai tout fait, toutes les étapes. Et ça, c'était vraiment important. Wanted TV dans 10 ans, j'espère que j'espère que c'est la première émission de jeunes de la métropole. Je trouve que c'est une belle porte ouverte justement vers les métiers du numérique. L'accompagnement qu'il y a eu avec Pépiang et l'équipe de Wanted TV était plutôt de qualité. Et les jeunes ont découvert justement des nouvelles techniques et une autre manière de s'exprimer. Je suis avec un groupe de jeunes, ils me disent on va faire de la vidéo autour du journalisme et tout ça, écrire un reportage, Et on va dans les bureaux de Wanted TV et tu as un local avec des ressources pédagogiques, avec du matériel et voilà, un espace ressources ouvert à tous. Et voilà, un petit bout de Wanted TV. Wanted TV, c'est sur Insta, c'est sur YouTube, c'est sur TV Tour aussi. Et de temps en temps, on est très content de pouvoir accueillir l'émission. Vous venez de fêter vos 10 ans, cher Pépiang, avec un très grand concert au Bateau Ivre. C'était aussi les 6 ans, je crois, des Brigades Numériques, dont on va parler un petit peu plus loin dans l'émission, qu'on va retrouver tout à l'heure avec Sophie Pécresse. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de ces 10 années d'action quotidienne sur le terrain ? Alors, pour Wanted TV, c'est un projet de vie, en fait, finalement, que ce soit pour moi ou bien pour des jeunes qui ont fait partie, en fait, de ce projet-là. C'est une aventure très riche dans le sens où on découvre plein d'univers, on rencontre en fait des gens. On parlait tout à l'heure en fait de lien social. C'est vraiment en fait un lien social qu'on apporte déjà, en fait, on crée entre ces jeunes issus. On ne parle pas du quartier de Sanitas spécifiquement parce qu'on est investi en fait sur les quartiers prioritaires en fait, voilà, de la métropole et même au-delà. C'est le fait de dire aussi que les jeunes qui habitent en fait ces quartiers-là ont leur mot en fait sur ce qui se passe en fait dans la société. Les télés classiques en fait arrivent avec leur caméra dans le quartier, ils filment, ils montent sans rencontrer les gens, sans vraiment en fait créer ce côté un peu diagnostic, parce que pour un réalisateur, je suis en fait de profession réalisateur, donc il y a ce travail en fait de terrain, de découvrir en fait les gens avant de les filmer. De gratter, d'aller chercher. La surface, d'aller chercher ce que les gens ont à dire. C'est ça. Et donc c'est ce travail-là aussi qu'on transmet en fait à tous ces jeunes qui font partie en fait de l'aventure Wanted TV. Et au bout des 10 ans, on s'est rendu compte que on a fait pas mal de reportages quand même dans tous les quartiers. Mais tous les reportages de Wanted. Il y a de la matière. Voilà. Donc on peut même rejoindre en fait l'archive. Complètement, tout à fait. C'est la mémoire audiovisuelle, on va dire. Et en plus, c'est pas seulement sur Sanitas, c'est sur la métropole. Ouais. Donc il y a de la matière et retracer en fait ces histoires qui existent dans les quartiers, ces histoires qui les habitants partagent entre eux, les richesses qui existent, des projets en fait à valoriser. Des sujets où on n'entend jamais les habitants dessus, alors qu'il y a des décisions qui sont en fait prises sans qu'eux y participent. Ouais. Et du coup, Wanted TV, c'est de pouvoir aussi tendre ce micro-là en fait à ces habitants pour qu'ils puissent s'exprimer et de dire aussi en fait leur mot en fait sur la société tout simplement.
Et je remercie encore une fois TV Tour de nous offrir cette occasion pour que cette émission en fait vit encore et voilà, c'est partagé. C'est un projet qu'on partage avec les habitants et je trouve ça intéressant. On est hyper fiers de pouvoir accueillir toute l'équipe régulièrement dans l'année pour faire cette grande émission en plateau et puis de voir tout ce que vous faites sur le terrain. C'est quand même un plaisir. Vraiment chapeau pour ce boulot de terrain. Allez, autre chose tout de suite pour lancer cette émission, eh bien, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait sur le quartier du Sanitas. Et il y a un club qui a levé très haut la main, c'est le CMPT. Vous connaissez ? Non, le CMPT, c'est le club multi-patinage de Tours et c'est Aurélie Renaud qui nous les présente. Regardez. Ça, c'est la pirouette. Ça, c'est saut de valse. Ça, c'est l'arabesque. Ici, 140 licenciés et on patine de 3 à 70 ans. Et parmi les champions, il y a Emmanuel, on va la voir. Emmanuel, combien d'heures de glace chaque semaine pour toi ? 8h30 avec 1h30 de PPG. C'est quoi PPG ? De la préparation physique générale. Donc on travaille le cardio, les abdos, les jambes et tout ce qui va avec. Grande sportive, comment as-tu découvert cette activité là en plein cœur du Sanitas ? Tu habites ici, en fait c'est en voisine que tu es venue finalement. Je pense que c'était vraiment avec l'école et ça m'a plu. Du coup j'ai demandé à ma maman de m'inscrire et je suis là en ce moment. C'est beau, une surfaceuse qui lisse la glace. On profite de ce petit moment de pause pour papoter avec l'une des entraîneurs. Gladys, bonjour. J'ai besoin de connaître la différence entre le patinage artistique et la danse sur glace. Alors, en patinage artistique, il y a en solo avec les hommes, en solo avec les femmes et en couple. Et toutes ces différences sont avec les sauts. On saute. Et en danse sur glace, on glisse et on fait des portées qui ne dépassent pas les épaules. Est-ce qu'on peut venir ici, en plein cœur du Sanitas, regarder les patineurs ? On va faire un gala de fin d'année qui se déroulera mi-juin, le deuxième week-end de juin. Bon, on va aller voir le patron du club, c'est Christian. Bonjour Christian. Bonjour, bonsoir plutôt, voilà. Est-ce que le président du club vient souvent voir les jeunes patineurs et patineuses ? Je viens très souvent, mais pratiquement tous les jours actuellement, parce que on prépare justement une grosse compétition, une Coupe de France bientôt, et la visite de l'équipe de France qui est prévue au mois d'avril. Beaucoup de patineuses sur la glace et vous cherchez des patineurs. Vous avez donc un appel à lancer aux Tourangeaux qui nous regardent. Eh bien, l'appel est simple. Les garçons, on vous attend nombreux ici à la patinoire de Tours. Notamment pour la danse sur glace, puisqu'on manque en fait de personnes pour faire les portées, etc. Et puis disons-le, vous êtes un ancien champion. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait vrai quand même. Vous allez me montrer tout de suite là maintenant ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ben voilà, petit spectacle de Christian. Nous on vous laisse et puis moi je regarde les acrobaties de Christian sur la glace. Voilà, maintenant vous connaissez le CMPT. Si vous aussi vous avez envie d'aller caler un petit triple axel avant d'aller au bureau par exemple, Mathieu, c'est très simple. Vous pouvez rejoindre le club de multipatinage de Tours. Je vous donne le numéro, c'est le 02 47 64 40 04. Et puis je vous remercie. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour commencer cette émission. Nous, on marque une pause, mais vous restez avec nous puisqu'on va parler de demain maintenant. Quels sont les projets pour le quartier ? Eh bien, c'est le maire de Tours qui va venir nous le dire. Et puis, on fera un focus aussi sur un lieu ressource, notamment en matière de numérique et de culture pour le quartier. C'est le 13 de l'espace Passerelle. À tout de suite sur TV Tours Val de Loire.